Bonjour les amis, c'est Mariam Epsiba Diallo de Learn to Be Academy. Aujourd'hui, nous allons parler de la philosophie du royaume. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire cette vidéo introductive pour poser les fondements, pour poser les bases de ce que nous allons développer plus tard en entendant philosophie du royaume. Sans un système de croyance, tes concepts seront faux. Tout commence avec un système de croyance. Tout système de croyance vient des idées que tu as acceptées comme étant vraies. C'est-à-dire, c'est tout ce que tu considères comme vrai pour toi. Et tes idées viennent de quelque part. Et si la source de tes idées est corrompue, tes idées aussi seront corrompues. Et ton système de croyance, par conséquent, sera aussi corrompu. Alors la question que tu dois te poser, c'est de savoir quelle est la source de tes idées. Pour poser les bases de cette série de vidéos que nous allons faire, nous allons parler aujourd'hui du projet civilisationnel de l'Occident en rapport avec la philosophie africaine. Qu'entendons-nous par philosophie? La philosophie, c'est ta manière de penser. C'est ton mode de pensée. Chaque peuple, chaque personne utilise ce qu'on appelle un paradigme de pensée. Le paradigme, c'est l'ensemble des idées qui forment ton mode de pensée. C'est l'ensemble des idées, c'est le cadre dans lequel tu penses. Ce sont les éléments qui te permettent de juger une situation, de tirer une conclusion d'une situation, de donner ton avis sur une situation. C'est ce qu'on appelle le paradigme. C'est ton idéologie. Ce sont les idées auxquelles tu crois. Alors, tout le monde aujourd'hui utilise le paradigme de vie occidentale. Et dans le paradigme africain, le mot philosophie est accessible, à la différence du paradigme européen, occidental, où quand on parle de philosophie, on pense que c'est compliqué, c'est que les sages, ce sont que les intelligents qui peuvent faire de la philosophie. Il faut simplifier la chose. La philosophie, c'est tout simplement ta manière de penser. C'est ton mode de pensée. Et le paradigme, c'est le cadre qui te permet d'utiliser chaque chose, chaque idée qu'on te présente pour faire un jugement et pour vivre. Alors, qu'est-ce qui donne naissance à ce paradigme? C'est la culture. C'est la culture qui donne naissance au paradigme. Et la culture vient de la langue qu'on parle. Alors, la langue donne naissance à la culture qui donne naissance au paradigme de vie que nous avons. Alors, lorsque nous prenons la définition des mots, de certains mots dans la culture occidentale, des mots comme la langue, la culture, le paradigme, la religion, la foi, la croyance, Dieu, l'humain, la définition de ces mots est totalement différente selon les cultures, selon les civilisations. Et en Occident, ces mots ont leur sens selon leur paradigme occidental et leur mode de vie, leur mode de pensée. Alors, si on utilise la pensée de l'autre pour réfléchir, on diminue la sienne et on n'apporte pas sa contribution à l'humanité parce qu'une seule pensée ne suffit pas pour faire le monde. Et c'est ce que l'Occident a imposé à l'humanité. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que cette pensée que j'ai, qui me fait vivre, est-ce qu'elle est bonne? Si nous utilisons plusieurs pensées, nous choisirons la meilleure option pour une meilleure humanité. Et l'objectif final de l'homme sur Terre, c'est de vivre mieux et plus longtemps possible sur Terre. Et vivre mieux, c'est être heureux physiquement, matériellement, mais aussi et surtout, c'est faire, c'est apporter et laisser quelque chose de mieux, de constructif sur la Terre pour les générations suivantes. Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que l'humanité veut construire ici-bas? Qu'est-ce qu'elle veut laisser à la postérité? Nous ne sommes pas ici-bas pour nous haïr les uns les autres, pour nous détester, pour nous battre les uns contre les autres, comme l'a fait l'Occident depuis des siècles, mais pour contribuer à l'édification de l'humanité afin de vivre un monde meilleur. Alors, comment peut-on utiliser la langue de l'autre pour nous exprimer? Le paradigme du monde occidental dit que le mot philosophie est un mot grec qui vient de la civilisation grecque et est défini comme l'étude ou l'amour de la sagesse.
Alors que dans le contexte africain, l'Africain ne parle pas d'études de sagesse, mais plutôt d'apprentissage de la sagesse. L'Africain n'aime pas ou n'étudie pas la sagesse, mais il apprend la sagesse. L'Occidental étudie et aime la sagesse. L'Africain, quant à lui, il apprend la sagesse pour devenir sagesse. Alors, si la définition occidentale fait foi, cela signifie que l'homme occidental ne veut pas devenir sage. Il n'en a pas l'intention. Il étudie juste la sagesse, mais ne veut pas le devenir. Il est juste religieux, mais ne veut pas changer. Alors l'Africain ne parle pas de l'amour de la sagesse comme le fait l'Européen et l'Occidental. Il parle plutôt de vivre dans la sagesse. Et on se rend compte que le paradigme occidental ne veut pas de la sagesse, car il ne fait juste que l'étudier, juste l'aimer. Quant à l'Africain, il essaie de devenir sage et de vivre la sagesse. Mais on se rend compte, après recherche, après étude, que le mot philosophie n'est pas un mot grec comme on nous l'a fait croire. Parce qu'il n'existe dans aucune annale historique grecque ce mot philosophie. En effet, ce mot a été trouvé dans les écrits des Arabes noirs appelés les Maures, la Mauritanie aujourd'hui. Faisons un peu d'histoire. Nous allons voir un peu d'où vient ce peuple occidental qui a gouverné le monde, qui a massacré des humains sur la terre, qui a chamboulé beaucoup de choses sur la terre. Nous allons voir d'où vient son paradigme qu'il a imposé à l'humanité tout entière. Nous allons voir d'où vient son projet civilisationnel qu'il a imposé à l'humanité tout entière. Au commencement, l'Europe était une péninsule asiatique à l'origine. La France faisait frontière physique avec l'Allemagne. L'Allemagne faisait frontière avec la Pologne. La Pologne faisait frontière avec l'Ukraine. L'Ukraine avec la Russie. Et la Russie avec la Chine. Ce qui fait de l'Europe une péninsule asiatique à l'origine. Alors, la terre collée à la terre chinoise est une terre asiatique. Par conséquent, tous ces pays sont tous asiatiques au commencement. Mais par idéologie, l'Europe s'est séparée d'avec l'Asie pour une cause cachée que nous verrons plus tard. Les Européens de souche sont composés de deux familles. Ces deux familles ont pour origine la Mongolie, qui est une péninsule asiatique, qui est en Asie, la Mongolie. Et à l'époque, ces deux familles, c'était les Celtes et les Vikings. Donc, on a les Mongols celtes et les Mongols vikings. C'est d'eux que viennent les Européens que nous voyons aujourd'hui. Les Européens de souche, donc, sont des Mongols celtes et des Mongols vikings. Et la vraie terre des Européens de souche, alors, est la Mongolie de l'Asie. C'est là qu'ils ont vu le jour. C'est là qu'ils ont vécu pendant des siècles avant d'immigrer vers l'Europe. Et ces deux familles, celtes et mongols, étaient toujours en guerre dans toute leur histoire en Mongolie. Ils ont vécu en Mongolie jusqu'à ce que l'endroit ne soit plus habitable pour eux. Et ne pouvant plus vivre dans la terre de Mongolie, ces deux familles ont commencé à migrer et sont partis à la recherche de terres habitables pour trouver de la nourriture, pour se replier. Et les Vikings ont toujours dominé les Celtes. Ce sont deux familles qui se faisaient toujours la guerre. Et les Vikings ont toujours dominé les Celtes. Alors, ayant quitté la Mongolie, ils sont entrés dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Ils sont passés par la Russie. Ils sont passés par les pays de l'Est. Et à chaque fois qu'ils découvraient une terre, les Vikings prenaient la terre, puisqu'ils étaient plus forts que les Celtes. C'est ainsi qu'ils ont pris les premières terres découvertes, les terres qui sont aujourd'hui l'actuelle Russie. Ils ont pris la Russie, ils ont pris la Pologne, ils ont pris la Suède, le Danemark, la Norvège, la Hongrie, l'Autriche, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre. Tout cela, ça a été conquis par les familles mongoles vikings. Quant aux Celtes, quant à eux, ils ont découvert les terres de l'Europe de l'Ouest. Et ces terres, ce sont le Portugal, l'Espagne, la France, la Belgique, l'Italie, etc. Alors, quand ces deux familles sont arrivées sur place, ces familles mongoles vikings et mongoles celtes, quand ils sont arrivés sur place,
ils ont trouvé des populations qui habitaient dans l'actuelle Grèce et Rome. Il y avait deux populations qui habitaient dans ces lieux-là, dans la Grèce et dans la Rome antique. Et avant qu'ils n'arrivent, il y avait des Africains de l'Afrique du Nord qui étaient venus là pour étudier. Parce que ces Grecs qui vivaient là étaient une population qui était venue d'Égypte. C'était des Noirs venus d'Égypte. Il était donc plus simple pour ces Africains venus du Nord d'y étudier plutôt que d'aller jusqu'en Égypte pour étudier. Et ces Grecs noirs d'origine africaine sont venus habiter sur l'île de Crète. Ensuite, ils ont habité à Athènes. Et cette population noire donc a formé la Grèce et a habité là pendant longtemps. Et puis d'autres populations venues d'Iran, la Perse blanche, ont traversé l'Arménie. Ils sont venus de l'actuelle Turquie pour venir aussi habiter avec ces Grecs noirs qui étaient venus d'Égypte. Ils ont vécu là ensemble pendant des siècles. Ils se sont mélangés. Ils ont donné naissance à des enfants métis. Et ce sont ces enfants métis qui ont fondé la population antique de la ville de Rome. C'est pourquoi dans l'art de la Rome antique, on voit des gens avec des cheveux frisés crépus. Ils attachent des turbans sur la tête un peu comme en Afrique. C'est parce que c'est des métissages d'Africains et de peuples arabes. Ce ne sont pas les hommes aux yeux bleus que nous voyons aujourd'hui à Rome. Alors quand ces Noirs venus de l'Afrique du Nord sont venus étudier chez ces Grecs venus de l'Égypte noire, de ces Grecs noirs de l'Égypte antique, ils ont appris beaucoup de choses, de la spiritualité, les sciences, la culture, les traditions, la physique, la mathématique, etc. Ensuite, ces étudiants venus d'Afrique du Nord sont retournés en Afrique, à l'intérieur de l'Afrique. Et ils ont laissé donc les Grecs noirs qui étaient sur place. Et ce sont ces Grecs noirs que les Mongols venus de la Mongolie, les familles vikings et celtes venus de la Mongolie ont trouvés en Grèce. Quand ces Mongols celtes sont arrivés, ils ont encerclé la ville de Rome, ils ont tué tous les Romains d'origine qu'ils ont trouvés sur place, ils se sont installés et ils se sont fait les nouveaux Romains des lieux. Alors l'italien d'aujourd'hui que nous voyons n'a aucun rapport avec les vrais Romains de l'Antiquité, les vrais Romains de l'origine. Ils n'ont rien à voir ni sur le plan physique, ni sur le plan biologique. Ensuite, ces Mongols celtes sont allés en Grèce. Là-bas aussi, ils ont exterminé tous les Grecs noirs qui vivaient là-bas, à l'origine, et ils se sont installés. Ils avaient déjà l'expérience de la guerre depuis la naissance. Deux familles qui passaient leur temps à se battre, vikings et celtes. Donc c'était facile pour eux d'exterminer ces populations autochtones qu'ils avaient trouvées sur place. Cela a été très facile pour eux de les exterminer pour s'installer à Rome et en Grèce. C'était des populations qui n'étaient pas versées dans l'art de la guerre, comme ces familles vikings, ces familles celtes, mongoles. Ils passaient leur temps à étudier, ils vivaient dans la paix, dans l'harmonie, dans l'étude, dans l'application de la loi divine qu'on appelle la math. Mais quand ces familles celtes sont arrivées, mongols celtes sont arrivées, elles ont exterminé les Grecs et se sont fait les nouveaux Grecs des lieux. Des siècles après, les descendants des Noirs qui étaient venus étudier en Grèce sont venus étudier comme leurs ancêtres en ce lieu. Ils ignoraient ce qui s'était passé. Donc ils sont venus avec leurs livres, leurs archives spirituelles pour voir ce qu'étaient devenus leurs ancêtres. Et ils ont trouvé en lieu et place des Mongols celtes. Ils ont trouvé des Blancs. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas ce qu'il y avait dans leurs annales et dans leurs livres. Alors les Mongols celtes leur ont demandé ce que signifiaient ces livres, ce que signifiaient ces annales, ce qu'il y avait dedans. C'était des choses que ces Mongols ignoraient. Ils ne savaient même pas lire, ils ne savaient même pas écrire. C'était des sauvages, on pourrait dire. C'était la première fois de leur vie qu'ils voyaient des livres et des annales. Des livres de sagesse. Alors, ils ont demandé à ces Noirs qui étaient venus étudier de leur apprendre à lire, à écrire, de leur expliquer le sens de ces annales. Ça n'a pas été chose facile, imaginez. Enseigner des hautes sciences à des gens incultes, des gens qui savent ni lire, écrire, des gens qui sont versés dans l'art de la guerre, ça n'a pas été facile pour ces Noirs qui étaient venus. Et c'est ainsi que ces Celtes ont été formés. Quand ils ont été formés, ils ont cherché à traduire ces livres dans la langue latine, car ces documents étaient en égyptien, c'était écrit dans des hiéroglyphes, ce n'était pas possible pour eux. Donc ils ont traduit ces livres dans la langue latine.
C'est alors qu'ils ont vu la différence fondamentale qu'il y avait entre ces peuples noirs venus d'Afrique, avec eux leur civilisation mongole, celte et viking. C'est alors qu'ils ont commencé à comprendre la différence de culture des populations qui vivaient là quand ils sont arrivés et populations qu'ils ont exterminées sans même réfléchir, populations qu'ils ont cherché, qui n'ont même pas cherché à conquérir, mais qu'ils ont exterminées d'office dès qu'ils sont arrivés pour s'installer. Et ils ont regretté d'avoir effacé cette population qu'ils avaient trouvée, parce que cette population avait des richesses qu'ils auraient pu apprendre. Ils se sont dit que, oh là là, si on ne les avait pas tués, on aurait pu apprendre de beaucoup de choses. Ils ne se sont pas souciés ils n'ont même pas regretté de dire, oh là là, on a tué des êtres humains. Ah non, au contraire, ils ont regretté de les avoir tués parce qu'ils auraient pu apprendre d'eux. Une question d'intérêt, toujours une question d'intérêt. Et c'est cela le paradigme de vie occidentale. Conquérir, détruire pour posséder. C'est ainsi que quand ils ont vu la civilisation de la Grecque antique, ils l'ont comparée avec leur propre civilisation qui était nulle, qui était vide. Et ils se sont rendus compte qu'elle n'avait rien à voir avec leur civilisation qui était si pauvre et minable. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont décider politiquement, basé sur un complexe d'infériorité, de ne plus être des Mongols. Ils vont décider d'effacer toutes leurs traces historiques. Ils vont effacer toutes leurs traces identitaires de Mongols venus d'Asie. Ils vont changer leur identité de Mongols et ils vont se nommer désormais une civilisation gréco-romaine. Les deux villes qu'ils ont conquises, à savoir la Rome et la Grèce. Pendant que j'en parle, les Roms d'aujourd'hui, les peuples de Rome, ce qu'on appelle les Roms en Europe, ce sont des résidus de ces vraies populations romaines de l'Antiquité. Et ces populations sont détestées par les Européens de civilisation gréco-romaine. Ça, c'était une petite parenthèse. On en parlera une autre fois. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un Européen de souche occidentale blanche se dit être issu d'une civilisation gréco-romaine, judéo-chrétienne. Il ne dira jamais que son origine est gréco-romaine, mais il te dira toujours, nous sommes issus d'une civilisation gréco-romaine, judéo-chrétienne qui est venue après. En réalité, il n'y a aucun lien, ni de près, ni de loin, avec la culture grecque, avec la culture romaine, ni avec la religion qu'ils ont trouvée là-bas. Ce sont des Celtes ou des Vikings, deux familles qui étaient des familles mongoles, issues de la Mongolie. C'est là leur origine. Ils viennent de l'Asie, de la Mongolie. C'est après qu'ils aient abandonné leur terre de Mongolie que les tribus chinoises, dont la population croissait, ont dû s'immigrer sur ces terres de Mongolie pour s'y installer. Ce sont aujourd'hui les tribus chinoises aux yeux bridés que nous voyons qu'on appelle les Mongols. Mais en fait, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, la Mongolie était le pays, était le lieu de naissance de ceux qu'on appelle aujourd'hui Européens en Europe. Ils ont exterminé les populations de la Rome antique, de la Grèce antique, qui étaient des populations noires d'origine, et ils se sont installés. Alors l'Occident aujourd'hui veut faire croire que Gengis Khan est le père de la Mongolie. Non, Gengis Khan est venu s'installer en Mongolie parce que les Mongols d'origine, qui sont les Celtes et les Vikings, ont abandonné leur terre de Mongolie pour immigrer vers le sud pour aller conquérir les terres européennes où ils se sont installés. C'est ça leur identité réelle qu'ils cachent aujourd'hui, qu'ils ne veulent pas qu'on sache. C'est pourtant la vérité de l'histoire et on ne peut pas cacher la vérité. Ce sont des faits avérés. Il y a un proverbe africain qui dit, pour connaître l'enfance dans l'enfant, il n'y a pas mieux que de poser la question à sa mère. Alors on n'a pas l'intention ou la prétention en tant qu'Africain de dire qu'on est le premier peuple du monde. Mais nous disons haut et fort qu'aucun peuple n'est apparu sur la terre avant le peuple africain. Et d'ailleurs, au lieu de dire peuple africain, je dirais plutôt peuple de la terre de Camérie.
Cameri, qui était le vrai nom de l'Afrique, qu'ils ont renommé Afriki, qui est un village de pêcheurs. Cela fait de nous des témoins oculaires de l'évolution de l'histoire de l'humanité. Que l'Occident soit d'accord ou pas, c'est un fait. Et ils ne peuvent rien y changer. La vérité est là. C'est pourquoi Jésus le Christ pouvait dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors, après avoir fait ce petit encart d'histoire de l'Europe, nous allons revenir à la philosophie dont nous parlions, la philosophie qui est notre mode de pensée. Et ce mot vient des annales des Arabes noirs venus d'Afrique. Et dans ces annales, le mot philosophie qui est écrit est soufi. Et ce mot soufi est un mot arabe qui définit quelqu'un qui a l'habitude de se retirer complètement du monde matériel pour se consacrer au monde spirituel pour son Seigneur Dieu. Et ce mot soufi vient d'un mot de l'Égypte antique qui veut dire soufi. La différence ne réside que dans la prononciation du mot. En arabe, la prononciation, on dit soufi, où le ou est plus long, alors qu'en égyptien, on dit soufi. Alors, selon soufi, dans l'Égypte antique, définit donc une plante qui s'ouvre lorsqu'elle a ses fleurs. Et cette plante qui s'ouvrait désignait le coton. C'est ainsi que les anciens ont utilisé ce mot pour désigner une personne qui est disposée à s'ouvrir afin de recevoir. Le mot soufi, c'est quelqu'un qui est disposé à s'ouvrir afin de recevoir. Recevoir quoi? C'est pour cela la sagesse. C'est pour cela que la sagesse est le sage dans les livres africains et en particulier en Fulani. La racine peul de ce mot signifie tamiser. Sagesse dans cette langue définit tout ce que la personne fait et pense doit être étudié plusieurs fois, doit être réfléchi, doit être tamisé afin que cela devienne très propre avant d'être utilisé. Et c'est le sage qui fait cela. Cette définition africaine de philosophie n'a rien à voir avec l'amour ni l'étude de la sagesse, selon le paradigme occidental. Alors la philosophie n'est pas née en Grèce. La philosophie, la pensée philosophique est un enchaînement de questions. Explication, démonstration, compréhension, application, acceptation selon des principes de la philosophie. La philosophie africaine parle du comment des choses et du pourquoi des choses. C'est cela la base même de sa civilisation. On fait les choses, mais pourquoi les fait-on? C'est ça le paradigme africain. Un paradigme africain dit, la valeur d'une chose ne se trouve pas dans la chose elle-même, mais dans le pourquoi de la chose. Alors quand je te dis bonjour, c'est un acte que je pose, mais pourquoi je te dis bonjour? Pourquoi je pose cet acte? C'est parce que j'ai de l'amour pour toi, c'est une preuve d'amour, c'est parce que je te donne de l'importance que je te pose cet acte vis-à-vis de ta personne. Donc la philosophie africaine n'est pas une philosophie abstraite, ce n'est pas une philosophie stérile comme en Occident. C'est une philosophie quotidienne avec laquelle on vit tous les jours. La question que l'Africain se pose dans sa philosophie, c'est de savoir quelle est l'importance de ce que je fais avant d'y réfléchir et de le faire. C'est un paradigme totalement différent du paradigme occidental. Alors ce paradigme occidental, la vraie origine des Occidentaux, ils ne disent jamais qu'ils sont des descendants des Grecs, mais qu'ils sont issus d'une culture gréco-romaine. Posez-vous la question de savoir pourquoi, mais nous le savons aujourd'hui. C'est parce qu'ils ont assassiné les vrais Grecs, ils ont assassiné les vrais Romains autochtones et ils se sont accaparés de la culture et de la civilisation de ces personnes-là. Ils ont effacé toutes leurs traces historiques de Mongols parce que leur passé mongol n'avait rien de glorieux. C'était des barbares. Des barbares toujours en guerre les uns avec les autres, vikings et celtes. Vous devez comprendre aujourd'hui pourquoi un être humain peut être traité comme un animal, peut être tenu en esclavage, peut être mis dans des chaînes, peut être maltraité comme on l'a vu pendant l'esclavage et pendant tout ce qu'on sait comme horreur sur la terre. Les villes de Bordeaux, de Nantes, de La Rochelle étaient des villes d'esclavage. Posez-vous la question de savoir comment un homme peut décider de coloniser, de torturer, d'emprisonner un autre. C'est une question de paradigme, c'est une question de philosophie, du mode de pensée erroné, diabolique. Du Moyen-Âge jusqu'en l'an 1941, en Europe, il y a ce qu'on appelait le bagne.
On expulsait un être humain de sa patrie, on l'exilait dans un endroit où il devait travailler pour souffrir. Le seul but était de faire souffrir la personne. Qu'est-ce qui fait qu'un homme décide de faire des carcans qu'on met au cou des gens pour leur faire mal? Qu'est-ce qui fait qu'on fait ramer des gens? D'où vient le mot « je rame » aujourd'hui? On les traîne par terre jusqu'à ce qu'ils meurent. Qu'est-ce qui fait qu'on coupe la tête de quelqu'un? On a créé même quelque chose qui s'appelle guillotine. Quelqu'un a inventé, c'est son nom qu'on a donné à cet instrument morbide, guillotine qu'on a inventé. On a coupé la tête de beaucoup de Français avec cet instrument odieux. L'actuelle place de la Concorde, en face de l'Assemblée nationale française, c'est le lieu où on coupait les têtes des gens avec la guillotine. C'était un lieu d'horreur. Heureusement, ils ont ramené un obélisque d'Égypte pour apaiser les esprits un peu qui ont été massacrés là. C'était l'horreur. Pour ceux qui ont les sens sensibles, quand vous allez vers ces lieux-là, vous ressentez des choses, vous ressentez des énergies qui ne sont pas du tout positives. C'est parce que ça a été un lieu de massacre pendant des années. Il a fallu qu'un monument vienne d'Égypte et qu'on implante en cet endroit-là un obélisque pour que les choses se calment un peu. Comment un être humain peut en arriver là vis-à-vis d'un autre être humain? C'est une question de paradigme. C'est une question de façon de penser. Pour terminer cette vidéo, nous allons donner quelques petites définitions pour comprendre de quoi je parle. Comment un être humain peut massacrer aussi un autre être humain à cause de sa manière de penser, à cause de la philosophie qu'il a. Lorsque nous prenons la langue française, la définition qu'elle donne de l'homme, nous allons voir les différents mots que la langue française utilise pour donner une définition au mot homme, être humain. La première définition, un homme, c'est une personne. Alors, quand on voit dans le langage latin, la personne, c'est un masque de théâtre. Quand on dit personne, c'est persona. Masque de théâtre. C'est un masque qu'on mettait au théâtre pour jouer le rôle d'un personnage. Donc, cette personne n'a pas de valeur. Donc, on ne peut pas, on peut tout lui faire, on peut la maltraiter, on peut l'éliminer comme on veut parce qu'elle est un masque. Personne, ça veut dire masque. Deuxième mot, c'est homme. On dit c'est un homme. Homme, dans homme, on a on. On, le pronom indéfini. Tu es juste un on. Donc, je peux faire de toi ce que je veux. Je peux te tuer comme je veux. Je peux t'exterminer comme je veux. Je peux te maltraiter comme je veux parce que tu es on. Tu es indéfini. Tu n'as aucun sens. Homme. Ensuite, ils utilisent le mot individu. Que veut dire individu? Ce mot non plus n'a aucune valeur en ce sens qu'il signifie individu, c'est cellule issue d'une même souche indivisible avec elle-même. Donc, un chien peut être un individu, Parce que si on le coupe en deux, il meurt. Il est une cellule indivisible. Une cellule qui a une souche indivisible avec elle-même. Donc, le mot individu vient de là. La langue française utilise encore un autre terme du mot qu'on appelle être. Quand on dit être, qu'est-ce qu'un être? C'est quelque chose qui est debout. Un arbre est un être. Alors, pour faire la différence, on dit être humain. On ajoute le mot humain pour dire être humain quand on veut parler de l'homme. Alors, être humain. Alors que le mot humain, c'est du vent, c'est du vide. Donc, être humain, c'est être vent, être du vent. Alors, si tu es du vent, tu n'as aucune valeur. On peut faire de toi ce qu'on veut. On peut te mettre en esclavage. On peut te torturer. On peut te trucider. On peut te tuer. C'est ainsi que souvent nous sommes fiers de parler cette langue française ou la langue des autres sans se rendre compte du sens des mots que nous prononçons. Des mots comme personne, comme homme, comme individu, comme être vivant. Ce sont des mots qui ont un sens dans la culture, dans le paradigme occidental. Et on se rend compte au vu de ces définitions que la langue occidentale est une langue aveugle qui a produit une culture aveugle qui donne un paradigme aveugle. Paradigme qu'ils ont imposé à l'humanité et que l'humanité aussi suit aveuglement et est dans l'abrutissement total. L'Occident n'a pas de mots valables pour définir la créature sacrée que nous sommes. Il n'est pas étonnant qu'ils commettent toutes les atrocités que nous voyons et que nous avons vues au cours de l'histoire. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du paradigme africain de ce que nous entendons par homme, être vivant. Nous verrons le pouvoir du nom. On a changé le nom des Africains. Nous verrons le pouvoir du nom. Nous verrons aussi les a priori
que les Occidentaux ont sur les Africains. Je vous souhaite une bonne écoute et vous appelle à méditer vraiment sur tout ce qui vient d'être dit pour continuer la suite de l'enseignement qui sera donné, du partage qui sera fait. C'était Myriam Epsiba Diallo de Learn to Be Academy. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. À très bientôt.